Vol 97.9. Bienvenue sur Alpha Blondie FM. Alpha Blondie FM. Pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, et si on s'écoutait? Une émission produite par Alpha Blondie et présentée par Touré Bassa Aïssata. Notre richesse réside dans notre diversité culturelle. Réapprenons à nous parler. Et si on s'écoutait? Et si on s'écoutait, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur Alpha Blondie FM. Vous êtes bien sur la radio de l'amour. Vous êtes bien sur la fréquence qui dit « Je t'aime ». Nous aimons la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous cherchons à résoudre certains problèmes qui se posent à la Côte d'Ivoire. Et nous avons parfois reçu ici des personnes qui ont interpellé les intellectuels, qui se sont dit que les intellectuels ne bougeaient pas beaucoup, qu'on ne les entendait pas, qu'ils sont tous partisans, qu'ils ont chacun son parti et qu'au lieu de mettre leur intellect au service de la population, qu'ils ne font que suivre les politiques. Alors je vous annonce aujourd'hui que j'ai un très très grand plaisir à recevoir pour vous des intellectuels qui vont vous montrer qu'ils sont intéressés à la chose qui se passe en Côte d'Ivoire, qu'ils aiment leur pays et qu'ils ont envie de penser les plaies de cette nation que nous voulons créer et qui malheureusement tarde à naître. Ces intellectuels, tout à l'heure, nous allons les présenter après vous avoir souhaité la bienvenue sur Alpha Blondie en musique. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? Abloum, Apo Go, Apo Sumbo, Diagwe, Kwa Zaseru, Kwa Kode, Kwa Tosetake, Kwa Fleugu. Ani Anzawa, Ani Bekema. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Voici venu le temps de la Time for retaliation. This is the time for reconciliation. C'est le moment de la réconciliation et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc nous avons aujourd'hui pour vous Monsieur David Ngora, Jean-Marie Kouakou. Et je suis d'autant plus heureuse de les recevoir parce que pour moi ils vont parler en intellectuel de la crise qui secoue la Côte d'Ivoire. Et ils ont réussi à mettre ensemble des articles, à écrire, ils sont nombreux, à avoir écrit des articles justement sur la réconciliation en Côte d'Ivoire, comment procéder. Et le titre est très évocateur parce qu'il parle de penser dans le sens de réfléchir et penser, mûrir une pensée et pas pour penser la Côte d'Ivoire, penser les blessures, penser les plaies, penser avec E-N, penser avec A-N. Voilà, ils vont donc se présenter tout à l'heure eux-mêmes, parce que je ne vais pas leur faire l'insulte de dire des choses qui ne sont pas correctes. Alors, je vais demander à Monsieur Kouakou Jean-Marie, qui a réuni les textes et qui les a rassemblés pour faire le livre « Penser la réconciliation ». Penser la réconciliation pour penser la Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Kouakou, je vais vous donner la parole pour vous dire un seul petit mot de vous, de comment ça se fait que vous avez pensé à ça. Et voilà, parler aux Ivoiriens qui pensent que les intellectuels ne sont pas là. Et là, vous allez leur démontrer que vous êtes bien là. Je vous remercie, madame. Ce n'est pas en mon nom propre et au nom de tous les contributeurs du livre, oui. Mais ce n'est pas une formule consacrée. Je ne réponds pas à la formule consacrée. Oui. Je réponds à une nécessité et à une sincérité simplement. Très bien. Nous sommes dans un pays où l'espace public, c'est-à-dire l'espace du débat, n'est pas là. Oui. Et vous nous donnez l'occasion, c'est vrai, dans un espace privé, mais il contribue quand même à la publicité, donc il rentre dans le public. Et
remercie très sincèrement. Nous avons écrit ce livre en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire en tant qu'homme de bonne mœurs, honnête, qui parle librement, et qui sont conscients qu'un intellectuel, c'est celui qui ne peut pas être gouvernant, qui ne doit pas être gouvernant. Et un intellectuel, c'est quelqu'un qui ne doit pas non plus être gouverné. C'est-à-dire qui se détache et qui peut parler librement. Un être émancipé. Voilà, c'est à ce titre que nous sommes là, que nous avons pensé à écrire ce livre, en nous souvenant que les plus grands progrès de la société humaine l'ont été par les philosophes et non par les politiques. Voilà, nous souvenons des Lumières qui ont réussi à faire les prémices du progrès avec P majuscule de l'humanité depuis le XVIIIe siècle pour conduire l'homme, dit-on, au progrès P majuscule et à la vertu V majuscule. Et c'est à partir de là que nous avons une société, disons, globalement plus harmonieuse, plus belle, sans discrimination, du moins dans les principes. Nous avons pensé aussi à ce qui s'est passé dans l'Allemagne post-Deuxième Guerre mondiale, où les intellectuels ont pris les choses en main. Et ils ont réfléchi au sens intellectuel du terme sur la société, mais en réfléchissant leur société, c'est-à-dire en la miroitant, en la faisant voir, donc au sens spéculaire du terme. Nous avons pensé à ces deux prémices-là, ces deux préalables, et c'est dans cette peau que nous avons voulu jouer notre rôle d'intellectuel ivoirien, devant une crise qui ne fait que trop durer, qui était d'abord, à mon avis, conjoncturelle, puisqu'elle était liée à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, mais qui aujourd'hui est devenue structurelle, parce qu'elle a près de 30 ans de vie maintenant. Elle a déstructuré les tissus, elle a déconstruit la possibilité de lien. Et, il faut réfléchir à tout ça pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est globalement ce qui a motivé notre travail. Voilà, et, oui, c'est le travail, c'est un travail des intellectuels, c'est notre travail. Voilà. Voilà. Nous pensons que nous devons reconstruire, rebâtir ce pays, le relier dans le sens le plus cotonnier du terme, comme un tissu, quoi. Voilà, et puis tout à fait. Construire, voilà. Oui. Alors, mais je suppose, j'espère surtout que les dirigeants, les décideurs lisent ce que vous avez écrit et en tiennent compte. Parce qu'il faut aussi que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Il faut absolument que, ça aussi c'est un autre aspect du travail, il faut qu'ils se détachent eux aussi un peu du pouvoir et de ses privilèges pour écouter le son, la voix de la sagesse qui émane normalement des idées intellectuelles. Il y a une formule de Jean Ricardou, c'est un critique littéraire que j'aime beaucoup et qui répond à ce que vous dites. Il dit les critiques doivent, disons, si je ramène à cette double posture de gouvernant, gouverné, etc., gouvernant intellectuel aussi, et puis critique et puis écrivain, il dit l'écrivain doit faire, il ne doit pas penser. Le critique doit penser, il ne doit pas faire. Voilà, c'est deux choses différentes. Et si on ne s'écoute pas, effectivement, si la cible qui est finalement le décideur, parce que c'est lui qui décide à terme, ne réagit pas, bon, effectivement, nous aurons écrit pour rien, nous aurons pensé pour rien. Mais on espère que ce n'est pas le cas. Non, ce ne sera certainement pas le cas, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin d'écouter ça. Oui, alors, Monsieur Ngoran. Oui. D'abord, bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de nous avoir invités chez vous. C'est moi. Et puis, d'abord l'honneur est pour moi d'avoir été associé à ce projet, parce que celui qui vous a parlé est mon maître, le professeur Jean-Marie Kouakou, dont j'ai été étudiant en première année. Donc l'honneur est pour moi d'avoir été membre de ce projet. Et puis, en même temps, après vous avoir écouté, je suis un peu gêné parce qu'il y a un procès qui est fait à la classe intellectuelle qui n'est pas juste. Je veux dire, il y a un philosophe camerounais, Fabien Boussi Boulanga, qui dit qu'on ne se proclame pas intellectuel. C'est un sujet qui n'a de sens que dans un pays où l'intelligence est une denrée au même titre que le pétrole, au même titre que l'or, que le diamant. Exactement. Mais si cette denrée ne compte pas, à quoi nous servons? Et donc, on a essayé de faire ce qu'on peut.
on a écrit ce livre en espérant, comme l'avait dit, qu'il sera lu. Je sais qu'il n'est pas lu, parce que personne ne lit. Mais le combat est engagé, on continue de faire ce qu'on a à faire, en espérant qu'un jour, on verra la lumière. Je le souhaite, en tout cas. Je le souhaite avant la mort de Dieu. Je souhaite que cela soit vraiment le cas. Et je vais certainement repasser la parole au professeur pour que nous parlions du choix du titre. Le choix du titre. Oui. Alors, monsieur, le professeur Kouakou va me donner l'explication un peu du choix du titre. On le doit formellement à l'un de nos contributeurs qui est Ramsès Thiemele-Bois. Ok. Parce qu'on a fait une espèce de briefing au départ pour chercher le titre. On allait dans tous les sens sur la pensée, etc. Et puis finalement, il a dit, mais pourquoi ne pas combiner les deux termes? Oui. C'est ce qui nous a amené à... Mais au fond, il s'agissait bien de réfléchir pour solutionner. Et c'est bien guérir les plaies. C'est en cela que le jeu de mots n'en était pas qu'un. Et qu'il fallait effectivement ne pas que réfléchir de manière abstraite, détachée, mais avec quelque chose de très concret. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi nous avons pris ce titre ainsi formulé. Vraiment, le titre m'impressionne beaucoup et j'apprécie franchement. Parce que c'est ça, en fait, que nous cherchons. D'accord. C'est ce que nous cherchons. Mais je sais qu'au départ, ça a dû naître quand même de choses, de polémiques, de positions dures de part et d'autre. Vous avez pu assister à ce genre de choses, je suppose. Alors, vous allez peut-être nous expliquer un peu comment vous avez réussi à passer des grandes tensions, de la violence verbale, de la violence même de pensée, je dirais, à ce calme ce temps que vous avez pris pour vous asseoir et parler de ces articles que vous devriez écrire. Ça m'intéresse parce que je me suis dit, ça n'a pas dû commencer facilement, ça. Non. En lisant ce que j'ai reçu. C'est vrai, déjà, vous savez, quand on mettait plusieurs médecins sur un même malade, c'est difficile de trouver la maladie. Voilà, c'est ça. C'est vrai. En plus, c'est des intellectuels, tout le monde a sa pensée, tout le monde a son idée. Mais, je l'ai dit au départ, nous étions des gens intellectuels, de bonnes mœurs, honnêtes et de bonnes mœurs. Et nous avons fini par nous asseoir autour d'un café d'abord. C'était un café qui nous a calmés les uns les autres. Chacun avait sa position. Et nous avons concédé finalement le fait qu'il fallait que chacun fasse sa proposition et selon son orientation. C'est pourquoi vous avez vu la diversité des orientations. Voilà, c'est ça. Certains vont... vous écoutez tout à l'heure le professeur David Goran, sans doute, qui allait dans une orientation bien précise. S'il a une orientation plutôt vers la question de propriété, Diassier est allé par rapport à des solutions qui portaient sur le recours à la tradition. Moi, je suis allé plutôt dans un sens plutôt républicain, etc. Nous avons eu des orientations diverses en se disant que c'est la somme de tout cela qui finalement pourrait donner quelque chose de concret. Voilà, c'est ça. Germain Kouassi a proposé quelque chose de méthodique sur la structuration des cérémonies du pardon, de tout ce qui entoure le pardon, ce qui pouvait s'offrir par un don, comme il dit. Voilà, c'est ça. Il y a eu des apports politiques et il y a eu aussi échec à ce niveau-là. Alors, il serait vraiment bon que les intellectuels qui s'asseyent pour réfléchir puissent aboutir au concret dont parlait le professeur Kouakou tout à l'heure, à des actions, à des actes qui pourraient vraiment nous sortir, ou du moins sortir une grande partie des Ivoiriens de cette souffrance morale et psychologique. Le problème majeur, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, les politiques, les accords ont été faits par des politiques. Et ça, c'est un vrai problème. Les politiques, en principe, et selon la conception que moi j'ai de la vie en société, les politiques ne devraient que exécuter ce qui émane des penseurs.
Or, dès lors qu'on mettait les politiques ensemble, c'est des décisions précipitées, des décisions partisanes, des décisions calculées, très orientées, et qui, en fin de compte, n'aboutissent jamais à rien. Et on l'observe dans presque tous les pays du monde entier. Tous les accords politiques volent en éclats au bout de parfois 2 heures, des fois 2 jours, des fois 1 semaine. Les accords politiques qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire entre les 2 parties belligérantes n'ont jamais pris en compte des pensées qui étaient en amont, des penseurs qui étaient en amont non plus. Ce sont des politiques qui sont réunis dans une salle et qui, chacun avec ses intérêts, chacun avec ses partis, son esprit partisan, a pris des décisions. Après, il a fallu passer à l'application. On a eu affaire à 2 parties, 2 parties belligérantes, normalement ici, qui sont plus que des ennemis, en fait, parce que je ne sais pas s'il y a un terme, il y a un terme plus fort, mais c'est pas du tout. Voilà. C'est pas du tout, c'est vraiment je t'aime moi non plus. Ça fait très longtemps qu'ils se détestent cordialement et qui s'asseyent à la table avec des sourires ambigus, de très beaux sourires, de très belles vestes, et puis après ça... Et sur le terrain, ça devient autre chose, ça ne passe pas. Déteste, et ça se voit même dans la population. En Côte d'Ivoire, c'est radical, hein. Mais quand je dis radical, c'est vraiment radical, ce qui vient de la racine, qui est pris à la racine, quoi. Donc on trouve dans les populations la représentation des partis, des gens qui ne savent même pas où se trouve leur parti politique, mais qui sont calés dans des positions, des postures inamicales, mais vraiment c'est des ennemis, et qui pensent pour la plupart que les paroles provenant des politiques sont des paroles de prophètes. Ils confondent la religion avec la religion, ils confondent la religion avec la politique. Ils croient que les leaders politiques sont des prophètes religieux. Et que le patron d'un parti politique, dès lors qu'il parle, c'est un verset, soit biblique, soit coranique, à prendre à la lettre. Et après, c'est comme ça, quoi. Nous attendons le mot d'ordre du parti avant d'agir. Voilà, c'est ça. Oui. Vous avez quelque chose à dire à ça, M. Ngora? Justement, oui, la même chose, en disant justement que la notion de réconciliation que nous allons investir ici subit justement le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a toute une mise en scène. Le concept lui-même n'a pas de résonance sur le corps social. Personne ne sait très bien ce que le mot de réconciliation signifie dans nos langues. Le procédé qui est implémenté est un procédé de la mise en scène politicienne. Malheureusement. Personne ne s'y reconnaît. Il y a des structures qui ont été affectées à cette tâche et qui ont de gros budgets. De temps en temps, il y a des conseils qui sont organisés, il y a des matchs de foot, il y a quelques étreintes qu'on voit. Mais la population elle-même qui est concernée par la notion de réconciliation n'est pas impliquée parce que justement le fossé il est grand. Parce que les ennemis ont des positions radicalement tranchées et qu'il n'y a plus de quartier, de sorte que finalement le mot réconciliation est simplement psalmodié, sans emprise réelle sur le corps social. Je pense que c'est à quoi nous sommes confrontés jusqu'à aujourd'hui. Et le professeur l'a si bien dit, et c'est vraiment juste ce que je voulais ajouter. Mais dans l'article du professeur, il a expliqué la politique. Il a expliqué les mots pensée. Et j'aimerais bien que vous reveniez sur vos explications pour les auditeurs. En fait, est-ce que vous pensez qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, donc il faut nécessairement nous expliquer? Alors moi, j'aimerais que tous les auditeurs vous entendent expliquer surtout le mot politique, son objectif, ce que c'est la politique. Bon, disons que, pour faire simple, oui, normalement, c'est un terme qui a été utilisé d'abord en Occident, je veux dire, dans l'Occident dans sa partie orientale grecque, et qui normalement vise à polisser la société. Ça a un caractère de civilité, c'est un caractère civil. Il s'agit de tout faire pour que la société soit organisée de la manière la plus harmonieuse possible. C'est vraiment ça la politique. Donc la politique a un côté pacifique et pacifiste. Elle cherche à organiser la vie sociale, à l'humaniser, à la sortir de son cadre animalisant, et donc à faire des gens qui sont civilisés, qui savent vivre ensemble. Qui savent vivre ensemble. Vivre ensemble, voilà, vivre ensemble. Du coup, la politique a quelque chose aussi de républicain. Vous savez que justement le grand mot, le grand leitmotiv des républicains en 1878, quand les républicains ont pris le pouvoir en France, c'était vivre ensemble. C'était ça le leitmotiv, vivre ensemble. Voilà.
Et donc, le vivre ensemble a été conçu autour de ce que c'est que la politique. On fait la politique pour pouvoir vivre ensemble. Oui. Pour ne pas vivre les uns à côté des autres. Or, ce qui a posé problème chez nous ici, de mon point de vue, c'est que précisément, on a enseigné aux populations et surtout à la jeunesse que faire de la politique, c'était faire de la violence. Oh oui. Voilà, c'était obtenir ce qu'on voulait de manière violente. Donc c'est pratiquement antinomique de ce que c'est que la politique. Vraiment. Demandez à un jeune qui est né en 90 ou bien qui était jeune en 90, qu'est-ce que faire de la politique ici? Il va dire c'est casser des feux rouges, c'est de revendiquer, c'est faire de la violence en fait pour obtenir quelque chose. Oui. C'est tout le contraire de la politique. La politique normalement c'est pour vivre ensemble de la manière la plus pacifique possible. C'est pourquoi il y a une organisation autour de la société qui fait qu'on s'accorde sur tout, on s'accorde normalement sur la loi, parce que c'est nous qui votons la loi. La loi, oui. Nous votons nous élisons des gens qui sont là pour voter la loi pour nous, et nous sommes propriétaires de la loi. Et cette loi, nous l'assumons pleinement, et nous l'appliquons, parce que nous disons c'est celle-là qui nous tient tous liés ensemble. Si vous revoyez le grand tableau allégorique de la République, vous allez voir des gens qui sont tout autour, et il y a une corde qui les tient. C'est pas eux qui tiennent la corde les tient. Et cette corde, c'est la métaphore, disons, tu vois, c'est la métaphore de la loi qui tient tout le monde. En fait, la loi tient tout le monde, et dans laquelle personne ne peut se départir, de laquelle personne ne doit se départir. Du coup, dès lors que cette loi me tient, je ne peux pas faire ce que je veux. Et donc, je ne peux pas être violent. Je ne peux pas violer la loi. Voilà. Donc, comme je ne peux pas violer la loi, je me tiens à cette loi qui me conforme à l'usage commun, à l'usage de tous, et qui fait que je ressemble comme tout le monde, et que je peux vivre avec les autres. Donc, c'est vraiment le terme du vivre ensemble qui est là. Donc, c'est vraiment ça. Dans la politique, donc, c'est le vivre ensemble. C'est ça. En harmonie, sans que l'on puisse distinguer les gens des autres, mais les individualités, ça existe quand même. Et, voyez, l'individu existe. Oui. Mais l'individu existe toujours par rapport à la personne. Vous savez, l'individu, c'est quelque chose de... Être un individu, c'est être séparé. Se considérer comme une personne, c'est être en relation avec des individus. C'est la grande différence entre l'individu et la personne. Dès lors que vous vous considérez comme individu, vous vous séparez complètement. Vous savez que chacun de nous se constitue à partir de ses limites qui sont sa peau. On parle du moi peau. Votre peau vous constitue, et après, en dehors de votre peau, vous n'êtes plus vous-même. Donc vous êtes un individu. N'est-ce pas? C'est limite, c'est votre frontière qui est là. Mais dès lors que vous considérez que vous êtes en relation interpersonnelle avec d'autres personnes, vous êtes comme une personne. Et c'est parce que nous nous personnalisons, nous avons une personnalité sociale et tout ça, que nous pouvons vivre les uns avec les autres. Ça n'empêche pas que, aspectuellement, nous sommes des individus, nous sommes différents les uns des autres, nous avons chacun une altérité, nous sommes autres par rapport à autrui. Bien sûr. En étant en même métier, nous sommes différents les uns des autres, mais nous considérons avec les autres. Oui. Voilà. Très bien. Monsieur Ngora, je suis à vous. Je suis à vous. D'accord, écoutez, le professeur l'a dit et c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que pour moi la politique c'est d'abord une fonction de vie. Une fonction de vie. Je veux dire que même quand Machiavel écrit Le Prince, il ne dit pas que la politique sert à donner la mort. Non. Au contraire, je pense qu'il veut créer les conditions pour que l'action du prince soit plus pragmatique. Ça ne veut pas dire que la politique est pour fonction de donner la mort. Or, ce qu'on constate ici, il a parlé de violence, mais l'autre composant de la violence, c'est la mort. On a l'impression qu'ici, nous confondons la vie et la mort. Nous confondons le réel et la fiction. Nous confondons l'homme et la bête. Oui, malheureusement. Nous confondons la cité et la brousse. Malheureusement, c'est ces coupes opératoires qui régissent notre conscience de la politique. Et donc, de ce point de vue-là, ce que nous faisons, le débat que nous menons, les thèmes que nous engageons, les définitions que nous proposons sont de bonnes à loi, ils sont supposés servir à peut-être, éventuellement, un jour, pouvoir réajuster les choses, notamment notre conception de la politique, du vivre ensemble, de l'individu et de la multiplicité. Et de la personne. Oui, c'est ça. La diversité, l'union dans la diversité. Tout à fait. Ça, c'est
à cela qu'il faut absolument que la Côte d'Ivoire arrive, mais quelque part, parce qu'ici j'ai reçu des religieux, j'ai reçu des journalistes, j'ai reçu... donc tout le monde en fait a eu sa part de critique, où les religieux aussi, on leur avait reproché de ne pas faire assez. Et là, je parle à vous parce que vous avez écrit La mort africaine de Dieu, et c'est ce que je voudrais vous demander d'expliquer aux auditeurs. Donc, nous allons marquer une pause en musique et tout à l'heure, nous revenons à vous pour nous expliquer un peu. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? C'est votre fils, Desperado Mousse derrière le micro. À mon père et à ma mère, je dédie ce morceau. Nul ne vient seul sur terre, alors je vous remercie pour l'éducation que j'ai reçue et tout ce que je sais ici-bas. Remercie Dieu le Père de m'avoir mis dans vos bras. C'est fou comment ça passe vite les années, le temps. Encore un 13 mais qui passe, et voilà que j'ai 20 ans. Mousse, pousse la moustache et la barbe à présent. Avant le printemps, vient l'hiver, après la pluie, le beau temps. Qui aurait cru voir le petit Moussa devenir un grand, passer à la télévision, être connu par tous les gens. À tous les loin de moi, tout près de mon cœur, on se reverra. Tu sais, les rêves deviennent réalité, fiston quand on y croit. Regarde-moi, c'est Desperado, dis-moi qu'est-ce que tu vois. À toute ma famille là-bas loin dans le bled. Si on est derrière le micro, c'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on plaide. Le sort fait les parents, le choix fait les amis. Et si j'avais eu le choix, c'est vous que je rechoisis. Je suis ce que je suis grâce à ce que vous m'avez enseigné. Ce que serait dépendra de ce que je fais, de ce que vous m'avez inculqué. Le soutien que j'ai reçu m'aide d'être au-dessus. Vous serez fiers de voir tous ces jaloux dessus. C'est triste, plus le temps passe, plus on se loigne les uns des autres, tu sais. Et c'est la fin qui s'approche. Se détester, ce n'est pas ce que nous ont enseigné les apôtres. À tous mes amis, tous ceux qui sont loin de moi, à toutes les familles qui à leur fils ont dit au revoir. À mon frère Tony, car cru en moi m'a dit d'avoir la foi. Regarde-moi, c'est MAD, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Pendant mon enfance, j'étais victime de l'insouciance. Mon père a tout fait pour que je retrouve une bonne conscience. J'écoute personne, mais maman dit à la famille que j'ai gardé son sens symbolique. Et Gabousson demeure mon ex. Une voix d'Afrique, l'air de Mewé me donne des frissons. Dans ce froid de France, la chaleur de mon enfance m'aide à accomplir ma mission. Regarde, style et aisé, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Nous sommes de retour à nos micros pour poursuivre nos échanges avec cette fois-ci le professeur Ngoran David qui va nous expliquer cette mort africaine de Dieu dont il parle dans son article. Très bien madame. Alors
D'abord, il faut dire que nous aussi, universitaires, nous avons l'art de proposer des titres souvent accrocheurs. Hein. Voilà. Donc ici, la mort de Dieu, effectivement, c'est d'abord pour accrocher. Ensuite, pour faire référence à un certain Nietzsche, qui parle de la mort de Dieu. Sauf que chez Nietzsche, la mort de Dieu est une mort positive qui permet à l'homme de laisser éclore sa volonté de puissance. Or, dans notre contexte, la mort de Dieu est une mort de la vie. Je parle de dépérissement de l'État. Je parle de la nation qui se décompose. Et je dis que quand Dieu meurt à Abidjan, le miracle ivoirien devient mirage. Les promesses d'autrefois laissent s'installer la disette et le peuple et le gouvernant deviennent esclaves des étoiles. Et donc la mort de Dieu ici, c'est plutôt la mort d'un idéal qui, quoi qu'on dise, est un horizon de tous les humains. La foi à un être supérieur. Dès lors que Dieu est marchandé, dès lors que Dieu est politisé, l'idéal de vie est affecté. Et donc ici, la mort africaine de Dieu est plutôt un événement négatif, contrairement à la mort nietzschéenne de Dieu qui est plutôt un idéal positif. Voilà. Donc là, c'est plus clair, parce que là, j'avais peur que Dieu meure en Côte d'Ivoire et qu'on ne puisse plus s'en sortir. Donc, mais vous parlez aussi des prophètes. Des prophètes à Abidjan. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes. En ce moment, on a beaucoup de prophètes. Oui, c'est ça. On a assisté à un boom prophétique, comme il le dit. Un boom prophétique, parce que justement, il faut d'abord rappeler que l'histoire des prophétismes en politique africaine ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je suis remonté à un certain William Harris, qui est venu du Libéria, et qui a fait des émules. On a connu les Papa Nouveau à Tokouzou, on a connu les Bota Daï, les Kokangba en pays baoulé. Voilà. Donc c'est une histoire qui est aussi longue que l'histoire de la politique ivoirienne elle-même. Sauf que, au temps de Faux-Boigny, Oufou était considéré comme un des membres de la corporation des prophètes. Les prophètes disaient eux-mêmes qu'il était le plus grand des prophètes. Si vous voulez voir Dieu, allez-y à Yamoussoukro, c'est ce qu'il disait. Donc il y a comme un rapport de connivence et de légitimation mutuelle entre Oufou-Boigny et ses prophètes. Sous Babou Laurent, on voit ce même type de rapport, sauf qu'avec lui, le rapport n'est pas symbolique, il est vraiment politique. Les prophètes sont rétribués, les prophéties sont reçues à la lettre, les prophéties sont reçues comme des actes de gouvernement, de gouvernance. Du coup, on va assister à ce boom prophétique, donc avec cette déferlante d'escrocs, de vendeurs d'illusions, et qui vont aboutir à ce à quoi on a assisté. Malheureusement. C'est à peu près ce que j'essaie d'écrire dans l'article. C'est pour ça, je vois là, justement, la prophétie de Kone Mamadou Malaki. Je sais pas, qui disait ça à l'époque. Cette étape sera l'une des plus merveilleuses histoires de tous les temps. Je le répète, je persiste et je signe. Le président Gbagbo est l'objet du choix de Dieu pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je ne ferai pas assez de commentaires sur ce point, car tout œil le verra et toute langue le confessera qu'il est bel et bien le président de la Côte d'Ivoire tout entière, pour le bonheur des Ivoiriens et pour la gloire de Jésus-Christ le Seigneur. Vous voyez que nous ne sommes plus en République. Non, nous sommes là en pleine prophétie. Là. Nous sommes plus en République. La laïcité n'existe pas. Et Dieu, qui n'a rien à faire de nos élections, devient électeur. Il y a un gros problème. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il est devenu électeur. Il y a un gros problème. Mais puisque nous disons que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir au sens où Dieu nous donne, nous, sujet, l'aptitude, la lumière, pour créer les conditions de possibilité, du choix de celui à qui nous voulons, que le pouvoir revienne. C'est aussi simple que ça. Mais Dieu ne désigne pas à notre place le gouvernement. En tout cas, ça ne se fait plus. Il y a une théocratie, maintenant, nous ne sommes plus à ce stade. Nous sommes vraiment en démocratie. Nous sommes dans un cadre républicain. Et vous êtes sûr que nous sommes en démocratie en Côte d'Ivoire? Démocratie, dans le schéma. Dans le schéma, dans le principe. Dans le schéma, parce qu'on voit quand même des élections, on désigne dans le schéma. Mais quoi qu'on dise, nous ne sommes plus en théocratie. Ça c'est clair. Dieu n'a pas son mot à dire dans nos élections. Bon, ça, je ne m'avance pas là. Oui. En fait, ce n'est pas un acte de foi, ça. C'est un acte purement républicain, un acte civil. C'est ça. Mais si les gouvernants n'ont pas cette honnêteté naturelle de prendre la distance, parce que quoi qu'on dise, on a quand même affaire à des gens qui sont diplômés.
Ils sont pour la plupart docteurs d'université. Ouais. Mais s'ils pensent qu'il faut manipuler la population avec ce genre de choses, voici aussi ce à quoi on aboutit. Nous sommes donc, nous arrivons à un point d'ailleurs qui est très important, à mon sens, la manipulation. C'est surtout ça. Et je voudrais bien qu'on s'étende un peu là-dessus, surtout par rapport à la jeunesse, parce que j'ai reçu beaucoup de jeunes universitaires aussi, ceux qui sont les doctorants, voilà, beaucoup de jeunes gens. Vraiment, ils ont beaucoup de choses à dire. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cela aussi, peut-être pour encourager les jeunes à s'émanciper de ce genre d'action qu'on vient leur présenter. On leur donne 10 000 francs, on leur donne de l'argent, on leur donne... Et puis, on se retrouve avec des jeunes qui ne vont plus à l'école parce que l'école ne marche pas. Ils sont prêts à bloquer l'école et quand ils finissent les études, il n'y a pas de travail. Voilà, ils sont conscients maintenant, je pense. Mais moi, j'aimerais bien que vous, professeurs, vous en parliez un peu quand même. Alors, je vais donner la parole à M. Ngora. Allez-y, on vous écoute. Parlez aux jeunes. Bon. Comme vous êtes jeune. Bon, relativement, mais disons que en dehors de cet article, il y a qu'un autre livre sur la crise ivoirienne, justement. C'est Les enfants de la lutte. Oui. Les enfants de la lutte chronique d'une agitation politique à Abidjan. Okay. Je démontre qu'il y a un ensemble de sites qui servent à notre histoire politique. J'ai parlé de la rue, j'ai parlé des jeunes, j'ai parlé du Zouglou, j'ai parlé de la religion. Justement, les jeunes ne sont pas des acteurs, j'ai envie de dire, neutres ou naïfs dans cette histoire que nous construisons. À eux de savoir, comme a dit le professeur, que nos acteurs politiques ne sont pas des prophètes. Ou s'ils le sont, ils ne le sont qu'au sens métaphorique, au sens où la prophétie doit pouvoir nous éclairer sur la vision. Exactement, la vision, oui. Au sens symbolique, mais pas au sens réel, où il serait un envoyé de Dieu, ça n'a pas de sens. Ouais. Et justement, pour implémenter ce type de projet rééducation, on va y arriver, c'est de réformer l'école. Merci. C'est de créer les conditions pour que les enseignants que nous sommes puissions assumer notre autonomie. Oui. Sans être obligés de vendre de fausses idées aux jeunes. Oui. Je pense que c'est un des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés. Oui, parce que souvent nous avons effectivement parlé ici de comment réformer l'éducation, le système éducatif en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Je sais, vous êtes en activité encore, et je sais que vous êtes souvent face à des situations assez difficiles. Et c'est de tout ça aussi que j'aimerais qu'on parle. Alors, professeur Kwaku? Disons que du point de vue structurant, du point de vue structurel, toute école est prête normalement à expulser de son corps ce qui n'est pas sien. Ouais. Permettez-moi d'employer une espèce de métaphore médicale, mais on a l'impression que dans l'école ivoirienne, le système immunitaire de défense ne peut plus fonctionner. Il y a du faux et tout le système de défense ne reconnaît plus l'élément qui a les propriétés de l'école ou pas. Normalement, dans une école, on a des devoirs, des compositions semestrielles, etc., tout ça. Et au terme, l'école dit telle personne n'a pas le niveau, donc n'a pas les propriétés pour avoir la carte d'étudiant, n'a pas la propriété pour avoir la carte scolaire. Oui. C'est pourquoi elle chasse la personne de son corps. L'école ne peut plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on est entré dans un système de simulacre et de fausseté qui pose problème à mon sens. Il y a eu toute une période où les étudiants, ça a couru pratiquement de l'année 2000 à 2010, où les étudiants fabriquaient des fausses cartes d'étudiants. Ouais. Alors, qui est étudiant et qui ne l'est pas? L'école, pendant qu'elle se protège elle-même, qu'elle crée son propre système de défense, elle ne peut plus reconnaître qui est sien, qui n'est pas sien. Et la loi s'applique aussi aux écoles privées? C'est pareil. Ok. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on est entré dans un système qui se dénature lui-même et qui ne peut pas aboutir à des résultats.
autre chose aussi, l'école est républicaine normalement. Elle vise l'égalité des chances. Ouais. À quoi nous aboutissons aujourd'hui concrètement, puisque nous entrons dans le concret de la société. La plupart des concours organisés en Côte d'Ivoire sont devenus payants. Il y a des tarifs. C'est exposé comme au marché. J'ai entendu quelqu'un me dire que le CAFOP, c'est 800 000 francs. Et que l'inspectorat de primaire, c'est 1 500 000. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on va avec ça? Nulle part. Alors après, est-ce que vous voulez que les élèves aient confiance dans le système, dans ce qu'on leur enseigne comme valeur? Parce que l'école, c'est le lieu des valeurs. Bah, oui. C'est le lieu des valeurs, de la vertu, de la promotion, du progrès, de l'élite. Ouais. Mais à quoi vous voulez qu'on aboutisse avec ça? Et non seulement les concours sont vendus, mais en plus, il y a des gens qui sont hautement placés, qui dressent des listes pour des gens qui ne... J'appelle pas ça des admis, mais qui sont inscrits dans les écoles. Donc il y a des listes d'admis, il y a des payants pour être admis. On entre dans quel système? Alors, tous ces jeunes-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ces jeunes se disent, bon, mais la politique, c'est le seul champ dans lequel je peux avoir de l'argent pour payer mon concours, ou je peux être inscrit sur une liste d'admis. L'école n'a plus son sens en Côte d'Ivoire. Il est temps de redresser la barre. Et là, je m'adresse vraiment aux décideurs, aux personnes les plus hautes placées de ce pays, les plus haut placées de ce pays, pardon, pour prendre leurs responsabilités. Il est de leur devoir, mais vraiment de leur devoir d'arrêter tout ce simulacre. On ne peut pas, on ne doit pas faire des listes pour des gens qui sont admis à des concours. On ne doit pas vendre des concours. À l'heure où je parle aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que le seul ministère de la justice et des droits de l'homme qui organise des concours qui sont propres. Tous les autres ministères, ça ne va pas. Je prends mes responsabilités, j'en parle concrètement, mais ça ne va pas. C'est pas normal. Et ça dure depuis plus de 20 ans. Il y a des gens qui avaient 20 ans, qui avaient 20 ans à l'époque, qui ont peut-être 40 ans aujourd'hui, qui sont enfants de pauvres, ils ne connaissent personne. Aucun avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, nous qui sommes devant les enfants et qui avons des craies, des tableaux, etc., nous parlons. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants retiennent de nous, en fait? On leur enseigne des valeurs. À la limite, ils se rasent pendant le cours, parce que c'est très rasoir ce qu'on dit, ça ne leur dit rien du tout. Voilà. À quoi ça sert d'enseigner si on ne peut pas aboutir à quelque chose de valorisant pour eux, d'idéal, combien d'idéal pour eux? On tombe dans un système qui est vraiment le contraire même. Ce que la République rejette, c'est le privilège. Le privilège d'argent, le privilège de la relation politique. La République s'est instituée pour justement refuser le privilège. Le privilège, oui. Vraiment ça. Le privilège appartenait à l'époque, pour prendre le système français, à la cour du monarque, au monarque et au clergé. Et c'est pour mettre fin à ce système de privilège, la République a institué la loi d'intérêt général. Ce qui est privilège, comme son nom l'indique, c'est ce qui est légué de manière privée. Je fais une loi pour tous, et moi je fais une loi à côté pour léguer des choses de manière privée. Voici, si on sort, si on se proclame républicain, si on veut aller dans la République, dans le système républicain, on doit abolir le privilège sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et je crois que ça, bon, peut-être on en parlera tout à l'heure aussi, ça sera aussi un des points de la réconciliation. Tout ce qui est privilège, c'est à abolir, c'est la base. Dès lors qu'on n'abolit pas le privilège, on ne peut pas aboutir au vivre ensemble. Non, parce que l'égalité est mise à mal, là. Il n'y a pas d'égalité possible. Mais si vous tenez bien, vous regardez bien l'emblème républicain, le leitmotiv républicain, liberté, égalité, fraternité. C'est une phrase qui est écrite, comme toute phrase française, de gauche à droite, à l'horizontale. Mais quand vous la regardez sous un angle symbolique, il y a une barre verticale qui la tient, comme la croix du Christ, et qui met en haut ceux qui ont le pouvoir, en bas ceux qui n'ont pas le pouvoir. Au centre, quel est le point vers lequel tout converge? Égalité. Liberté, égalité, fraternité, pouvoir, non-pouvoir. L'égalité au milieu. Ça érige, ça élève l'égalité en principe de valeur.
Donc ça devient une valeur, ça ne devient pas une égalité de fait, ça devient une égalité comme une valeur, un principe. Oui, donc ça devient une valeur. Oui. Alors si on ne va pas vers le principe, si on ne va pas vers l'égalité, comment vous voulez avoir des citoyens? Non. La citoyenneté, c'est ce qui abolit nos différences. Je suis citoyen autant que lui, les citoyens, autant que vous êtes citoyenne, parce que nous payons nos impôts et parce que nous avons le droit de vote. Ouais. Globalement, c'est ça la citoyenneté. Ça, oui. Et qui nous tient égaux. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Justement, il dit aussi que une des conséquences les plus néfastes de cette pratique-là, c'est qu'on soit contraint, d'ici quelques années, à importer de la main-d'œuvre intellectuelle. Ouais. Puisqu'on a jeté dans le mailles, dans le système, des gens qui n'ont pas la compétence. Sur des bases tribales, sur des bases ethniques. Aujourd'hui, on doit le dire avec beaucoup de courage, prenez toutes les listes des admis au concours. C'est vraiment gênant. C'est gênant. C'est gênant parce que nous sommes en train de créer davantage le fossé social. Nous sommes en train de stigmatiser un groupe social. Et j'ai bien peur qu'on aille de rattrapage en rattrapage. Demain, quand ça va le tour de Paul, il va faire son rattrapage. André fera son rattrapage. Ainsi de suite. On ne peut pas concevoir, il va dire le mot nation au départ. On ne peut pas créer une nation avec ça. Non. Et franchement, je pense que si on veut sauver la Côte d'Ivoire, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Sincère envers nous-mêmes, parce que nous sommes en train de parler quand même de l'avenir de toute une génération, de plusieurs générations. Nous ne sommes pas en train de faire du surplace. Nous sommes en train de vivre, je veux dire, autour de ces 3 stations, comme dit Achille Mbembe, qui est la bouche, le ventre et le phallus. C'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, des citoyens, des bâtisseurs de demain. Mais il aurait peut-être... Oui, mais le problème a été posé aussi par certaines choses dont il faut montrer le danger à tout le monde. Oui. Je parle par exemple de l'idée de... Parce que quand on dit rattrapage, ça veut dire qu'il y a eu retard avant. Oui. Et pourquoi il y a eu ce retard avant? Est-ce que ce sont ces histoires de ivoirité qui a été une notion, je pense, même mal comprise, même de ceux qui l'ont utilisée? Est-ce que cela n'a pas été un problème? Donc, il faut montrer le danger de toutes ces choses-là à tout le monde. Et à ceux qui ont été d'abord victimes, à ceux qui, à force de vouloir se rattraper, deviennent des bourreaux. C'est ça. Et voilà, et qu'il faut donc qu'on essaye d'expliquer un peu tout ça aussi à tout le monde. Je profite de votre présence aujourd'hui. Oui, alors après notre pause musicale, nous allons revenir sur cette question. D'accord. I'm talking to you. See you standing over there with your body, feeling like I wanna rock with your body, and we don't gotta think about nothing. I'm coming at you, cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation, and we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you
type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches flows is my mini-me. Now they smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give 0 fucks and I got 0 chillin' me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I've been there all night. I've been there all day. And I got every side to side. I've been there all night. I've been there all day. Oh baby, I got every side to side. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle.